Au Moyen Âge, l'économie domestique quotidienne vivait au rythme des saisons et des coutumes qui déterminaient ce qui pouvait être mangé et quand. Sans réfrigérateur moderne, électricité et chaîne d'approvisionnement stable, la préparation et la conservation des aliments étaient une question de connaissance, de compétence et d'improvisation. La viande, l'une des sources d'énergie et de protéines les plus précieuses, se gâtait rapidement, à une époque où la partie chaude de l'année favorisait la croissance des bactéries et des insectes, et où la période hivernale apportait au contraire la famine. La protection de la viande était une question de vie ou de mort. Dans les villes, les corporations de bouchers se multipliaient et maintenaient l'ordre lors des abattages, tandis qu'à la campagne, les familles comptaient sur d'anciennes techniques, comme le salage, le séchage ou le fumage. Quand nous regardons aujourd'hui une table richement dressée avec de la charcuterie et des jambons, peu de gens réalisent quelle longue tradition se cache derrière ces mets délicats. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les bouchers médiévaux et les maîtresses de maison, malgré les conditions difficiles et le manque de technologie, ont développé des moyens ingénieux pour que la viande se conserve des mois voire des années. Nous suivrons leurs étapes depuis le moment de l'abattage jusqu'au service final. Nous nous concentrerons sur l'ordre corporatif, l'économie du sel, les chambres de fumage, les secrets de la marinade dans le vinaigre et le verjus, la gélification des parties animales, la naissance des saucisses et de la charcuterie. Et nous aborderons aussi des exemples exotiques de la Méditerranée ou de l'Afrique du Nord. Chaque chapitre révélera une autre pièce du puzzle et montrera que la cuisine médiévale n'était ni primitive ni monotone. Le lecteur obtiendra ainsi un aperçu de l'évolution de la relation à la viande et à sa transformation au cours des 1000 dernières années. La popularité actuelle des jambons secs, des pâtés ou des fromages de tête n'est pas accidentelle. Ce sont les descendants directs de méthodes qui sont nées autrefois de la nécessité. Dans un moment, nous révélerons que derrière chaque morceau de viande qui a survécu à l'hiver se cache une histoire de compétences, de routes commerciales et d'échanges culturels. Ce voyage dans le passé ouvre une perspective sur la façon dont nos ancêtres ont fait face à la microbiologie sans connaître le mot bactérie, et comment leurs méthodes ont façonné les traditions gustatives que nous apprécions encore aujourd'hui. L'année médiévale culminait au tournant d'octobre et novembre. Les chroniques anglo-saxonnes désignent cette période comme le mois sanglant, car après la récolte des céréales, on procédait aux abattages massifs. En hiver, il était difficile de nourrir le bétail, donc seuls les animaux reproducteurs restaient. Les autres animaux, porcs, bovins et volailles, étaient sacrifiés. La viande, qui aurait pourri pendant l'hiver, devait être immédiatement transformée. Selon les chroniques, le salage et le trempage exigeant dans la saumure faisaient en partie des premières étapes. La solution était changée plusieurs jours pour retirer le sang de la viande et permettre au sel de pénétrer dans tous les pores. Les bouchers étaient des figures clés dans ce processus. Ils faisaient partie des plus anciennes associations professionnelles en Europe. Les archives anglaises parlent de bouchers organisés dès le Xe siècle, et une corporation formelle fut confirmée par le roi en 1272. Les corporations déterminaient que combien de maîtres pouvaient exercer dans une ville donnée, quels animaux abattre et comment les traiter. À Reims, le conseil municipal à la moitié du XVe siècle se querellait avec les bouchers sur le nombre de pièces vendues et sur les conditions d'hygiène. Après les protestations de 1461, la corporation fut temporairement supprimée et rétablie seulement 6 ans plus tard. Les nouveaux statuts déterminaient en détail où l'on pouvait abattre et où éliminer le sang et les déchets, afin de prévenir les odeurs et la propagation des maladies. Le respect de la propreté n'était pas seulement esthétique, mais nécessaire. Une viande maltraitée pouvait causer des empoisonnements et des épidémies, et les sanctions pour la vente de marchandises avariées étaient sévères. Dans certaines villes, les bouchers étaient divisés en corporations spécialisées. La tradition culinaire française distinguait les rôtisseurs, qui préparaient les rôtis, et les charcutiers,
qui se concentraient sur la charcuterie et les produits d'abattage. Les communautés monastiques jouaient un rôle important dans le développement des produits carnés. Les cuisines de monastères ne préparaient pas seulement des boudins et des boudins noirs, mais créaient aussi des codes de qualité. À Sankt Gallen, en Suisse, naquit en 1438 l'une des premières recettes écrites de saucisses, prescrites dans les statuts corporatifs. Elle déterminait la proportion de viande et d'épices et garantissait la sécurité du produit. Les connaissances de boucherie devinrent ainsi les précurseurs de la science alimentaire. Beaucoup d'entre eux étaient conscients des risques d'empoisonnement plus que les médecins. La subsistance des bouchers dépendait de la capacité à vendre rapidement la viande fraîche, ou à la transformer en quelque chose de plus durable. Chaque morceau d'animal avait son prix. Les meilleurs morceaux allaient sur la table de la noblesse, la graisse et les grillons servaient à la fabrication de charcuterie, et les parties restantes se transformaient en fromage de tête ou en jambon pressé. Dans un moment, nous plongerons dans la substance cristalline blanche qui devint le pilier de cette pratique, le sel. Sans sel, les bouchers médiévaux n'auraient pas pu résoudre le problème fondamental. Comment empêcher les bactéries, les moisissures et les insectes de gâter la viande? Le sel retire l'eau et crée un environnement dans lequel les pathogènes ne peuvent pas survivre. Cette chimie simple donna naissance à deux techniques principales, le salage à sec et la marinade en saumure. Dans la méthode sèche, les morceaux de viande étaient empilés dans des tonneaux et intercalés de couches de sel, souvent mélangées avec du nitrate de potassium, qui améliorait la couleur. Cette méthode était utilisée par exemple pour la conservation des lards et des jambons. Ils pouvaient ainsi se conserver des années entières. Avant la cuisson, le sel devait être retiré de la viande par trempage, sinon elle aurait été immangeable. Dans la saumure humide, on préparait au contraire une solution saline forte, parfois parfumée aux herbes, épices ou miel, dans laquelle la viande était plongée pendant plusieurs jours ou semaines. Le lac salé résultant était renouvelé après chaque abattage et devint un trésor familial. Les maisons avaient des tonneaux de saumure qui étaient utilisés pendant des générations. Le sel n'était cependant ni bon marché ni facilement accessible. Dans de nombreuses régions, il était extrait dans des mines de sel ou évaporé à partir d'eau salée. Le transport était difficile et les taxes élevées. En France naquit en 1286 la gabelle, une taxe obligatoire qui forçait les habitants à acheter une certaine quantité de sel à prix fixe. Cela conduisit à de grandes différences régionales. À Paris, une livre de sel coûtait 20 fois plus qu'en Bretagne. Des bandes de contrebandiers se formaient, et la gabelle devint l'une des étincelles qui contribuèrent à la Révolution française. Les villes avec le suffixe "quich" en Angleterre ou "Salz" en Allemagne témoignent du fait qu'on y commercialisait le sel. Les bouchers et les exploitations devirent donc lutter pour le sel et le répartir soigneusement. Les coûts de base déterminaient quels morceaux de viande seraient salés et lesquels seraient plutôt consommés frais. Chez les classes supérieures, le sel était aussi utilisé pour mariner les poissons, le beurre ou le fromage. Chez les plus pauvres, il servait principalement pour l'abattage et la charcuterie. Selon les chroniques anglaises, par exemple, le beurre salé était salé jusqu'à 10% de son poids, pour durer plus longtemps. En hiver, quand les températures baissaient, les tonneaux de sel étaient déplacés dans les caves ou les glacières, de simples fosses creusées à l'ombre et renforcées de bois, pour ralentir l'action décomposante des micro-organismes. La saumure était parfois combinée avec des ingrédients sucrés. Les recettes arabes pour la viande séchée kadrid ou sa variante marocaine gouedid combinent le sel avec du vinaigre et des épices et laissent mariner la viande une demi-journée avant de la suspendre au soleil. En Europe du Nord, on ajoutait du sucre ou du miel aux saumures, ce qui donnait un goût plus délicat. Nous découvrirons dans un moment la viande séchée et le fumage. Nous verrons comment les bouchers utilisaient non seulement le goût du sel, mais aussi la fumée. Les conserves salées maintenaient certes la viande longtemps comestible,
mais elles étaient très salées et nécessitaient un trempage long et laborieux. C'est pourquoi se répandirent, chez toutes les couches de la population, d'autres techniques qui éliminaient l'humidité et donnaient de l'arôme à la viande. Le séchage à l'air faisait partie des méthodes les plus anciennes. Les morceaux de viande étaient coupés en tranches fines ou en lanières et suspendus dans des greniers ventilés, dans des combles ombragés, ou dehors au soleil. Souvent, ils étaient ajoutés aux branches de genévrier ou d'épicéa pour qu'ils sentent délicatement bon. En Scandinavie, le séchage produisait le stockfish ou le klippfisk, un filet de morue non salée séché dans le vent glacé. Et dans les Andes, on séchait le lama de façon similaire sous forme de charquis. Dans les cuisines britanniques, de fines lanières de viande de bœuf ou de chevreuil étaient saupoudrées de sel et suspendues au-dessus de la cheminée. Naissait ainsi le jerky, qu'on peut comparer à celui d'aujourd'hui. Le fumage combinait le séchage avec la fumée. Les bouchers construisirent des chambres de fumage où la viande était suspendue, et en dessous, on brûlait lentement du bois dur. La fumée contient des phénols et des formaldéhydes qui ont des effets antibactériens et donnent un arôme fumé à la viande. Selon les sources médiévales, le fumage était souvent effectué après un court salage. La fumée évacuait l'humidité résiduelle et chassait naturellement les insectes. Le lard fumé, le jambon ou la saucisse avaient l'avantage de pouvoir être suspendus dans un grenier sec et de rester comestibles plusieurs mois. Les viandes fumées étaient utilisées comme épices, dans les soupes, pour donner du goût aux légumes frais, ce qui est attesté, dans les notes, qu'une bande de lard fumé était ajoutée à la soupe de poireaux ou à la bouillie. Le séchage et le fumage s'appliquaient aussi aux poissons et aux mammifères marins. Les Inuits, dans les régions arctiques, séchaient ou congelaient la graisse de baleine dans la peau d'estomac de phoque, créant ainsi une réserve de nourriture pour des mois. Le pemmican, mets de réserve populaire des Indiens nord-américains, naissait de viande de bison séchée, finement pilée, mélangée avec de la graisse fondue, et parfois aussi avec des fruits des bois. La masse résultante était formée en pain et emballée dans des pots. En Europe du Sud, le séchage de la viande dans le climat chaud se combinait avec les épices et le vin. Les jambons séchés et fumés, comme le jamon ibérico-espagnol ou le prosciutto italien, s'appuyaient sur la tradition médiévale de séchage, où le jambon était enduit d'un mélange de sel, de poivre et parfois aussi de paprika moulu, et mûrissait plusieurs mois dans des entrepôts de montagne. Les bouchers médiévaux parvenaient ainsi à transformer la viande simple en délicatesses durables qui devinrent des symboles culturels. Bientôt nous verrons comment on traitait la viande dans l'environnement acide du vinaigre, du verjus et de la saumure de choucroute, et comment s'y cache une autre clé pour comprendre la conservation médiévale. La marinade dans un environnement acide représentait une autre voie pour conserver la viande et autres aliments tout en leur donnant un goût caractéristique. Le mot pickle, donc aliment mariné, provient selon les étymologistes de la combinaison du moyen anglais pickle, sauce piquante, et du moyen néerlandais pekel, qui désignait une saumure épicée. Le pickling était utilisé en Europe non seulement pour les cornichons et les légumes, mais aussi pour les œufs, les poissons et les petits morceaux de viande. L'ingrédient de base était l'eau, le sel et l'acide, vinaigre de vin, vinaigre de pomme ou verjuice. Le verjuice, jus de raisin non mûr ou de pommes sauvages, était dans les livres de cuisine du XIVe siècle souvent confondu avec le vinaigre, mais donnait une acidité plus douce, fruitée. La viande marinée pouvait rester relativement tendre. L'acide raffermissait les protéines et empêchait la croissance des bactéries. On ajoutait aussi des épices comme le poivre, le gingembre, le genévrier, le clou de girofle ou la cannelle, qui en plus du goût fonctionnaient comme conservateur naturel supplémentaire. Les cuisiniers médiévaux utilisaient couramment la combinaison d'acide et de sel. Par exemple, la viande était d'abord saupoudrée de sel, puis arrosée de vinaigre avec du miel et des herbes. Cette méthode est le précurseur des marinades aigres douces d'aujourd'hui.
Mais on pouvait aussi mariner dans un milieu sucré. Certains textes culinaires anciens donnent des recettes pour de la viande plongée dans du miel ou du sirop. Le miel avait des propriétés antibactériennes et changeait en même temps le goût vers la douceur. Dans les variantes nord-africaines, on combinait le sel, le vinaigre et le soleil. Le guédid marocain se fabrique à partir de fines lanières de viande marinée dans le sel et le vinaigre, parfumées au curcuma, cumin, coriandre et ail. Ces lanières sèchent au soleil plusieurs jours, puis se conservent comme ingrédients pour les tagines et le couscous. Après la période de séchage, elles peuvent être cuites davantage dans un mélange de suif de bœuf et d'huile d'olive, créant ainsi le kli, un confit de viande populaire à fesses, qui se conserve dans des récipients en céramique et dure même un an. Dans l'Europe chrétienne, des principes similaires étaient utilisés lors de la fabrication de saucisses fraîches destinées à une consommation rapide. La viande était d'abord marinée dans du vin ou de la bière épicée, puis bourrée dans les boyaux. Un exemple du Nuremberg francique du XVe siècle indique que le conseil municipal en 1487 proclama la pureté des saucisses de Nuremberg. Il prescrivit quelles épices et viandes pouvaient être utilisées. Cette proclamation devança ainsi la plus connue, loi de pureté de la bière, et montre à quel point on prenait au sérieux la composition des aliments. Les saumures acides avaient aussi une dimension sociale. Les légumes marinés et les œufs étaient bon marché. Ils devinrent donc une partie importante du régime alimentaire des couches les plus pauvres. Les familles de marchands se régalaient au contraire de langues de veau marinées au capre. Et enfin, la marinade s'appuyait sur d'anciennes traditions païennes et juives, où il s'agissait de purification et de protection symbolique contre la corruption. La prochaine fois, nous nous concentrerons sur les méthodes qui non seulement conservaient à la viande, mais lui prêtaient en même temps une structure luxueuse, la graisse et la gélatine. Une des découvertes médiévales les plus intéressantes consistait dans le fait que la viande peut être enfermée dans sa propre graisse ou dans du bouillon et ainsi la protéger de l'air. Cette méthode peut être appelée confitage ou conservation dans la graisse. Le procédé était simple. Les morceaux de viande étaient saupoudrés de sel, cuits lentement dans leur propre sein doux, ou suifs puis recouverts du mélange de graisse pour que toutes les parties soient immergées. Après durcissement, la graisse créait une fermeture hermétique qui empêchait l'accès de l'air. Une technique similaire était connue dès l'Antiquité, mais au Moyen-Âge elle se répandit et donna naissance au métier de charcuterie. Le terme français charcuterie provient de l'expression chair cuit, viande cuite et fait référence aux produits comme les pâtés, terrines, galantines, rillettes ou canards confits. Selon les sources du XVe siècle, se forma à Paris une corporation de charcutiers qui surveillait la qualité et la propreté de ses produits et garantissait que la viande crue et cuite ne devait pas être mélangée. Le confit n'était pas la seule variante. Dans l'Angleterre et la France médiévale se préparaient aussi des plats gélatineux. La base était formée par les pieds, oreilles et peaux de porc ou tête de veau, riches en collagène, qui étaient cuits si longtemps que le bouillon durcissait en bouillon ferme. On y plaçait des morceaux de viande cuite et de légumes, et après durcissement, l'assiette était couverte d'une fine couche de graisse. Cette forme d'aspic pouvait être conservée dans une cave froide plusieurs jours à semaine. Les recettes aristocratiques du XIVe siècle recommandent même l'aspic au vin et à la menthe comme friandise rafraîchissante pour la table de banquet et soulignent qu'il peut être préparé un jour à l'avance. L'ajout de vinaigre ou de verjus au bouillon augmentait l'acidité et prolongeait ainsi la durabilité. Du même principe découlaient aussi les fromages de tête et le head cheese, connu en Allemagne sous le nom de Sülze. La viande cuite et hachée, principalement tête, pieds et genoux, était mélangée avec le bouillon contenant de la gélatine, puis pressée dans des moules ou des boyaux. Selon les historiens,
La fabrication de fromage de tête était répandue dans toute l'Europe au XVe et XVIe siècle et permettait d'utiliser toutes les parties de l'animal. Le produit final pouvait être transporté, tranché et servi froid. De plus, grâce à la gélatine, se créait une barrière qui protégeait la viande de l'oxydation. La conservation dans la graisse jouait un rôle important aussi à la campagne. La viande fraîchement rôtie était placée dans des pots en grès et arrosée de saindoux fondu. Ces pots étaient rangés dans les garde-manger, dits humides, chambres refroidies ou caves où la température restait basse et stable. Les murs intérieurs du larder étaient souvent en pierre ou en bois, dans lesquels étaient percés des trous de ventilation vers le nord pour que l'air froid puisse circuler. Les habitants de la Méditerranée faisaient de même. Le cli marocain était recouvert d'un mélange de suif de bœuf et d'huile d'olive, ce qui créait un lubrifiant ferme qui chassait les insectes et l'oxygène. Les bouchers médiévaux utilisaient donc la graisse et la gélatine, non seulement pour le goût, mais aussi comme barrière physique. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ces techniques se sont développées en pâtés et terrines modernes et comment nos ancêtres les considéraient. Avant cela, nous examinerons une autre méthode fascinante, la fermentation et les saucisses. La fermentation est un processus où les bactéries et enzymes transforment les saccharides et protéines et créent un environnement acide qui empêche la croissance de micro-organismes indésirables. Déjà les anciens Sumériens remplissaient les boyaux de viande hachée et les laissaient fermenter pour pouvoir les conserver plus longtemps. Au cours du Moyen Âge, la fabrication de saucisses devint une discipline sophistiquée. Les moines des monastères bénédictins et cisterciens étudiaient les proportions de viande, abats, sang, sel et épices, et leurs recettes se répandaient dans les corporations urbaines. La cuisine monastique du Sankt Gallen allemand, par exemple, créa la Blutwurst, saucisse de sang, qui se préparait après chaque abattage pour utiliser le sang, et que rien ne soit gaspillé. Dans les boyaux étaient versés les liquides, puis les saucisses étaient ébouillantées ou frites pour que le sang coagule. Les saucisses fermentées utilisaient la microflore naturelle de la viande. La viande était hachée ou finement hachée, mélangée avec du sel, nitrates et sucre, et laissée plusieurs jours à température modérée. Les micro-organismes comme Lactobacillus créaient de l'acide lactique qui baissait le pH et empêchait la croissance des pathogènes. Ensuite, la viande était bourrée dans des boyaux naturels et séchée plusieurs semaines dans des caves froides. Le résultat était des salamis qui pouvaient se conserver des mois entiers sans cuisson. Ces techniques s'appliquaient des Pyrénées jusqu'aux Alpes et donnent naissance aux produits que nous appelons aujourd'hui chorizo, salami ou fuet. Un processus similaire se déroulait aussi pour les jambons pressés et terrines. Au XIVe siècle se répandit la fabrication de Presswurst, ou tête dans bouillon coagulé, head cheese, où la viande hachée était mélangée avec du bouillon, bourrée dans un moule et pressée. Après refroidissement, elle pouvait être tranchée et servie. Ces produits utilisaient non seulement la fermentation, mais aussi la pression pour chasser l'air. Les conseils municipaux régulaient en même temps la composition. La prescription de Nuremberg de 1487 ordonnait que les saucisses devaient contenir exactement la proportion établie de viande et d'épices. Ces lois de pureté préfiguraient les standards alimentaires modernes. La charcuterie devint le symbole de la gastronomie urbaine. À Paris, naquit une corporation de charcutiers qui avait le privilège de vendre la viande cuite et séchée et de fabriquer pâtés et rillettes. Les membres de la corporation devaient apprendre plusieurs années comme apprentis, prouver leurs compétences et passer des examens. Les écrits culinaires indiquent que les charcutiers furent les premiers à utiliser des presses en bois pour former des jambons et des moules qui devinrent plus tard les précurseurs des conserves d'aujourd'hui. Des corporations similaires naissaient aussi dans les villes italiennes et allemandes. Le frankfurter autrichien et la saucisse viennoise se firent connaître en mélangeant de la viande finement hachée avec des cubes de graisse et en les fumant légèrement. Avec le temps,
Le sauvetage de la viande se transforma en art gastronomique. Les viandes fermentées et séchées n'étaient cependant pas répandues seulement en Europe. Dans les Andes se fabriquait le charqui, lanière salée, séchée, d'alpaga ou de lama, qui étaient broyées et ajoutées au ragoût. Les Inuits au nord développèrent le kiviak. Dans une peau de phoque, ils plaçaient des dizaines d'oiseaux marins et les laissaient fermenter plusieurs mois, créant ainsi un plat très énergétique. Ces exemples montrent que les gens, à travers le monde, utilisèrent la fermentation pour la conservation à long terme de la viande, et que la charcuterie européenne fait partie d'une mosaïque plus large de l'ingéniosité humaine. Dans un moment, nous passerons aux épices et herbes, qui non seulement masquaient les goûts, mais jouaient aussi un rôle dans la conservation. Les conserves de viande n'étaient pas seulement une question de chimie. Les épices et herbes jouaient aussi un rôle important. À une époque où les épices étaient importées par la route de la soie et étaient chères, on les manipulait avec précaution. Pourtant, les recettes médiévales mentionnent déjà le poivre, la cannelle, la muscade, le clou de girofle, le cumin et la coriandre comme ingrédients dans les mélanges salés et saumures. Ces plantes ont des propriétés antibactériennes et antimycosiques et de plus supprimant les odeurs. Par exemple, le clou de girofle et la cannelle contiennent de l'eugénol, substance à effet antiseptique, tandis que le genévrier et le cumin favorisent la digestion. En Afrique du Nord, on ajoute au mélange pour guédide du curcuma et du paprika, qui ont aussi des effets conservateurs et antioxydants. Les herbes comme le romarin, la sauge et le thym poussaient aussi dans les jardins européens et étaient souvent séchées et ajoutées à la saumure. En plus de l'assaisonnement de la viande, on en préparait aussi des décoctions pour nettoyer les récipients et éliminer les odeurs d'abattage. Dans certaines régions, on croyait que les herbes avaient un pouvoir magique protecteur. Les maîtresses de maison placèrent des brindilles de romarin dans les tonneaux de lard pour chasser les mauvais esprits et les insectes. Le poivre et le gingembre aidaient en même temps à masquer le goût de la viande plus ancienne, ce qui était crucial quand on consommait en hiver des réserves vieilles de plusieurs mois. Les conserves sucrées utilisèrent le miel et plus tard le sucre, qui arriva en Europe par l'intermédiaire des marchands arabes et vénitiens. Le miel était plus accessible et ses effets antibactériens étaient reconnus. Grâce à sa haute teneur en sucre, il empêchait la croissance des bactéries. Dans certaines recettes, la viande était rôtie, puis arrosée de miel ou de sirop, et rangée dans des récipients en céramique. Cette méthode était utilisée plutôt pour conserver des morceaux délicats ou du gibier. Naissaient ainsi des combinaisons de sucré et salé, qui se manifestent dans des recettes ultérieures, par exemple dans le hutspot hollandais, ou le sauerbraten allemand, ou la viande marine dans une sauce aigre douce aux raisins secs. Les gelées et marmelades de fruits servaient non seulement d'accompagnement, mais aussi de conservateur. En France se développa la tradition d'enduire le jambon d'une couche de purée de pommes ou de pâte de coing, puis de l'envelopper d'une tranche de cire pour empêcher le dessèchement. De là vient le terme jambon marmelade. En Grande-Bretagne, les réserves de viande étaient parfois rangées dans des tonneaux avec des fruits secs broyés, principalement des prunes et poires séchées. Ces exemples montrent que la douceur n'était pas seulement un luxe, mais aussi une stratégie de survie. Dans notre voyage, nous attend aussi le niveau social. Comment les différentes couches de la société se positionnaient face à la viande et sa conservation, et comment les techniques se reflétaient dans la vie quotidienne. Attendez-vous au prochain chapitre. La viande était au Moyen Âge un signe symbolique et réel de richesse. Tandis que les paysans avaient accès à la viande, surtout après l'abattage, et ensuite économisaient toute l'année les réserves de lard ou de fumée, la noblesse et les riches citadins pouvaient se permettre de la viande fraîche plus souvent. La différence résidait non seulement dans la quantité, mais aussi dans les espèces et méthodes de conservation. Les paysans abattaient habituellement 1 ou 2 porcs par an
et en fabriquaient lard, boudin, saindoux et grillons. Ces produits se gardaient dans un tonneau avec du sel ou sous une couche de graisse et étaient la base pour les soupes et bouillies. Le gibier, comme le cerf ou le sanglier, était l'apanage des chasseurs et de la noblesse, et lui aussi devait être rapidement transformé. Les jeunes femmes nobles apprenaient comment saler et fumer la viande de façon fiable, car les réserves de viande signifiaient le prestige. Les corporations de bouchers et charcutiers avaient un statut social. Les maîtres bouchers avaient de l'influence dans les conseils municipaux et participaient à l'organisation des festivités. Leurs ateliers étaient souvent près des marchés et églises pour attirer clients et pèlerins. Dans de nombreuses villes se tenait une revue de carnaval, pendant laquelle les bouchers portaient en procession des morceaux de viande ornés et de la charcuterie, et les distribuaient aux pauvres. Ces festivités célébraient non seulement l'abondance, mais aussi la compétence des artisans. Bien que les corporations apportent de solidarité et savoir-faire partagé, elles créaient aussi des privilèges. Dans certaines villes, seul un membre de corporation pouvait vendre de la viande, ce qui limitait la concurrence et menait parfois à des révoltes, comme le montre le cas de Reims. L'économie de la viande se reflétait aussi dans la politique fiscale. Le sel, comme nous l'avons mentionné, était taxé et son monopole influençait les prix de la charcuterie. Dans l'Espagne et la France médiévale existèrent des taxes spéciales sur les abattoirs. On collectait des frais pour chaque pièce abattue. Ces finances allaient à l'entretien des marchés, au nettoyage des rues, et parfois aussi à la construction des murs de la ville. Les femmes des familles bourgeoises tenaient donc des registres détaillés sur la consommation de viande et de saumure pour éviter le gaspillage. Culturellement, la viande apparaissait aussi dans des contextes religieux. L'Église prescrivait des périodes de jeûne où la viande ne devait pas être mangée, et les gens passaient aux poissons et légumineuses. Cela menait à la créativité. On préparait de la viande des plats qui pouvaient être mangés après la période de jeûne. Par exemple, le fromage de tête pouvait être stocké plusieurs semaines, puis servi au dîner de fête. Parfois, les cons créaient de la viande, des pastieras, ou le pâté, mélange de viande, œufs et herbes, qui ressemblait à de la pâtisserie. La différence entre campagne et ville se manifestait aussi dans la façon de stocker. Les maisons rurales avaient souvent un garde-manger, avec des étagères en bois ou pierre, tandis que les maisons bourgeoises construisaient des garde-manger spécialisés humides et secs. Dans les chambres humides se conservaient viande, produits laitiers et légumes. Les sèches servaient aux céréales, herbes séchées et épices. Ces espaces étaient astucieusement placés du côté nord des maisons, équipés de ventilation pour se refroidir. Pour les familles plus pauvres, le garde-manger représentait une fente dans le mur ou un trou dans la terre, tapissé de paille et couvert d'une planche. Les aspects sociaux de la viande touchaient aussi au genre. Les femmes étaient gardiennes des réserves domestiques, les hommes étaient bouchers et chasseurs. Chaque étape de conservation faisait partie de la stratégie familiale de survie. Dans un moment, nous verrons comment ces méthodes et coutumes ont influencé d'autres cultures, et comment l'Europe médiévale s'inspirait des voisins. L'Europe médiévale n'était pas un ensemble isolé. Le commerce et les croisades apportèrent des contacts avec le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie. Ces contacts menèrent à l'échange d'ingrédients et de méthodes de conservation. Les livres de cuisine arabe du XIIIe siècle décrivent le séchage de la viande dans l'environnement chaud du Maghreb. La recette pour kadid des manuscrits tuniso-andalous conseille que la viande soit marinée dans le sel et vinaigre, puis séchée au soleil et finalement stockée dans des récipients en céramique. Le guédid marocain et sa variante confite créli utilisent les mêmes principes, séchage et stockage dans la graisse, et montrent comment des techniques similaires se développèrent indépendamment. En Méditerranée se répandit la coutume de confire la viande dans l'huile. Les pitakias grecs, récipients d'argile à col étroit, étaient selon les archéologues destinés à conserver la viande marinée dans l'huile, sel, miel et épices, ce qui permettait le transport sur de longues distances. Dans les sources arméniennes est mentionné que les femmes dans les régions montagneuses du Vayots Dzor,
cuisaient des gâteaux de viande, les arrosaient de graisse chaude et les rangeaient dans des amphores qu'elles enterraient. Ces pratiques renforçaient les liens sociaux. L'entourage se rassemblait pour traiter ensemble la viande, et on racontait pendant cela des histoires et des chansons. Dans des régions plus lointaines, se développèrent d'autres formes de conservation. En Chine, dès le premier millénaire avant notre ère, on séchait canards et porcs, qu'on saupoudrait de sel et sucre puis suspendait au vent. Au Japon se développa la technique katsuobushi, où le thon est cuit, fumé et fermenté, jusqu'à se transformer en blocs durs qui durent des années. Dans les régions arctiques, les Inuits fermentaient viande et poissons dans des pots de phoque, naissant des plats comme le kiviak, où des dizaines d'oiseaux marins étaient gonflés dans une peau de phoque et laissés fermenter plusieurs mois. Ces exemples extrêmes prouvent que la fermentation et l'enfermement dans la graisse ne sont pas une invention européenne, mais des réactions universelles au besoin de conserver la nourriture. Quand les expéditions européennes atteignirent les Amériques, elles rencontrèrent le pemmican. Les tribus indiennes séchaient la viande de bison, la broyaient en poudre et la mélangeaient avec de la graisse et parfois aussi avec des baies écrasées. Ce mélange était pressé en pain et rangé dans des pots. Le pemmican était léger, nutritif et durait des mois. Les Européens adoptèrent cette technique et le pemmican devint une réserve pour chasseurs et explorateurs. En Amérique du Sud, le charqui andin, lanière de viande séchée, se réhydratait et se mélangeait dans des plats braisés. Ces procédés inspirèrent aussi la naissance de viande séchée qui se répandit en Europe après la découverte du Nouveau Monde. Les influences interculturelles pénétrèrent aussi dans les épices. Poivre, cannelle, noix de muscade et clous de girofle arrivèrent en Europe grâce aux marchands arabes et vénitiens et furent intégrés dans les saumures de viande. Le verjuice, traditionnel en Europe occidentale, trouva un parallèle en Iran et Turquie, où on utilisait des jus acides de grenade. La combinaison populaire de sucré et acide qu'on voit dans les plats médiévaux porte en elle des inspirations orientales. Par cette vue au-delà des frontières de l'Europe médiévale se termine notre voyage dans différentes contrées. Il nous reste encore un dernier chapitre qui reliera les anciennes pratiques au monde d'aujourd'hui et esquissera ce que nous pouvons en retenir. En regardant vers le Moyen Âge, vous vous demandez peut-être pourquoi nous devrions nous intéresser aux techniques qui sont nées il y a des centaines d'années. La réponse se cache dans le mode de vie et la gastronomie d'aujourd'hui. Beaucoup de délicatesses actuelles, du prosciutto finement tranché au fromage de tête rustique, ont grandi justement de la nécessité de maintenir la viande longtemps. Quand nous goûtons aujourd'hui la charcuterie dans les bars à vin, nous rencontrons dans l'assiette l'héritage des bouchers médiévaux et des moines qui découvrirent comment utiliser chaque partie de l'animal et éviter la putréfaction. Les technologies modernes nous fournissent certes réfrigérateurs et congélateurs, mais les principes de conservation restent les mêmes: limiter l'humidité, baisser le pH, isoler l'aliment de l'oxygène et utiliser des conservateurs naturels. Dans cette vidéo, c'est aussi montré que la signification culturelle de la viande est plus forte qu'il ne pourrait sembler. Les techniques, comme le confitage, la fermentation ou la marinade dans le vinaigre ne sont pas seulement des astuces culinaires, ce sont des histoires d'ingéniosité, d'adaptation et de partage de connaissances. À une époque où le monde s'ouvre et les cuisines se mélangent, nous pouvons apprécier que beaucoup de méthodes sont universelles, du klaïlaï marocain au pemmican nordique. Le mouvement Low Waste d'aujourd'hui, qui essaie d'utiliser l'animal entier, s'appuie sur des traditions qui étaient évidentes pour nos ancêtres. En conclusion, il vaut la peine de mentionner que les méthodes médiévales de conservation ne sont pas mortes. Les fermiers et artisans redécouvrent les anciennes techniques pour créer des produits locaux à haute valeur ajoutée. Les cours de fabrication de charcuterie, fermentation et traitement du saindoux sont populaires parmi les gens qui cherchent une alimentation durable et authentique. L'utilisation du sel, fumée, acide et graisse n'est pas seulement de la nostalgie.
c'est une voie vers la compréhension de notre histoire et vers le renforcement de notre relation aux aliments. Merci de vous être joints à moi dans ce voyage à travers les siècles. Si vous avez été fasciné par la façon dont les bouchers médiévaux empêchèrent la viande de pourrir, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Qu'eux aussi découvrent quels secrets cache notre héritage gastronomique.